Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Thierry Santa, le président du Rassemblement Les Républicains et membre du gouvernement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes déjà 6 semaines après le référendum du 12 décembre. Alors c'est les vacances en Nouvelle-Calédonie, mais tout de même on a l'impression que rien ne bouge, que rien ne se passe, que rien ne change. Comment est-ce que vous expliquez cet immobilisme ou cet attentisme ? Alors, je pense qu'on est quand même dans une période où on vient de passer les fêtes de Noël, du jour de l'an. On sait que beaucoup prennent des vacances pendant cette période. Donc ça peut expliquer un peu ce ressenti. En ce qui nous concerne, le rassemblement, c'est pas le cas, puisque, comme vous le savez, on a annoncé déjà depuis plusieurs mois que nous allons organiser un certain nombre de tables rondes citoyennes. Et la première va se tenir le samedi 29 janvier prochain, sur l'environnement, à Ténè, à 8h. Je donne des précisions, puisque tout Calédonien qui le souhaite pourra y participer, à condition d'avoir un pass sanitaire, puisqu'il faut qu'on respecte bien sûr les normes en matière de gestion de la crise sanitaire. Et on en aura toute une série comme ça pendant les 2 mois qui vont suivre, jusqu'à la mi-mars. On a prévu donc 7 tables rondes sur un peu toutes les thématiques du quotidien des Calédoniens, que ce soit la santé, que ce soit l'enseignement, que ce soit bien sûr l'économie, mais aussi l'identité calédonienne, mais aussi la place de la coutume en Nouvelle-Calédonie. Et j'oublie pas tout ce qui concerne la place de la Calédonie dans le Pacifique et dans le monde. Donc c'est vraiment un panel assez large de thématiques que nous allons mettre en œuvre. Vous êtes déjà au travail. Comment ça va se passer? C'est-à-dire que les Calédoniens sont appelés à discuter avec vous, avec les élus du Rassemblement, avec des experts éventuellement qui pourront les guider dans leur réflexion, leur apporter des éléments. Alors effectivement, on va faire appel à un certain nombre d'experts dans les différentes thématiques que je viens d'évoquer. Et c'est ouvert à tout le monde, quelle que soit sa sensibilité politique. L'objectif étant vraiment de mettre tout le monde autour de la table et que la société civile, face à des responsables politiques que nous sommes, puisse apporter leurs réflexions et leurs propositions, surtout pour la Calédonie de demain, puisque toutes ces tables rondes ont pour principal objectif de réfléchir à la société calédonienne que nous souhaitons. Maintenant que l'accord de Nouméa est arrivé à son terme, nous devons réfléchir à ce qu'on souhaite pour le lendemain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc c'est vraiment le but de cette démarche, est d'aller au contact de la société civile et que cette société civile puisse apporter sa réflexion à cette réflexion globale de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous vous attendez à des surprises, à des idées auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé, que vous pourrez apporter à la table des discussions avec l'État, avec les indépendantistes? On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais vous pensez qu'il y a des idées qui peuvent surgir de la société civile auxquelles les responsables politiques n'avaient pas pensé depuis le temps? Mais je l'espère, surtout. Je m'y attends, mais surtout je l'espère, puisque la particularité de la société civile, je l'ai déjà dit sur votre antenne il y a quelque temps, c'est que je considère qu'elle a une vraie légitimité en la matière. Elle a une légitimité sociale, puisqu'elle va avoir à l'esprit uniquement la volonté de trouver des solutions, qui permettront à tout un chacun d'améliorer sa qualité de vie. Elle a une légitimité technique, puisque la société civile connaît le mode de fonctionnement de tous les secteurs de la Calédonie, de la société calédonienne. Et puis j'ai même tendance à penser qu'elle a une légitimité politique, puisque elle va être, uniquement dirigée dans sa réflexion sur, encore une fois, cette volonté d'améliorer le quotidien des Calédoniens et en dehors, finalement, des dogmes ou des postures politiciennes, parfois, qu'on peut avoir dans le monde politique à proprement parler. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai souhaité que mon mouvement s'investisse dans l'organisation de ces tables rondes pour, j'espère, avoir des idées nouvelles qui sortent peut-être de nos carcans habituels politiques. Même si les questions purement institutionnelles de statut doivent être plutôt réservées aux élus, on imagine qu'il y a une expertise qui n'existe pas forcément dans la société civile. Exactement. Il s'agit bien là de réfléchir au projet de société
calédonien de demain, et donc comment dire, aux thématiques qui concernent le quotidien des Calédoniens. J'exonère finalement la société civile de toutes les questions liées à l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Et là, je considère que c'est effectivement plus de la responsabilité des politiques que nous sommes. Mais néanmoins, ce travail préalable avec la société civile, j'en suis convaincu, influencera notre réflexion politique sur l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Et quand on sait justement aujourd'hui les différentes propositions qui sont sur la table en matière d'organisation institutionnelle, c'est peut-être un moyen de rapprocher ces différentes propositions pour trouver la solution institutionnelle, le futur statut de la Nouvelle-Calédonie qui soit le plus partagé, y compris au niveau politique. En attendant, je le disais, on est 6 semaines après le 12 décembre. Quelle analyse est-ce que vous faites des résultats du 3e référendum avec un peu de recul? Quelles en sont les conséquences concrètement? Parce qu'on sent dans la population, il y a à la fois une espèce de soulagement parce qu'on a l'impression d'avoir franchi une étape, et un peu de déception parce qu'on dit bah, tout ça pour ça, ça change rien, rien n'a bougé. Vous, quelle analyse vous en faites? Moi, je considère que les résultats des 3 référendums, je parle bien des 3 référendums, sont clairs. Et la Calédonie, les Calédoniens ont fait le choix, clairement, d'une Calédonie française. Quelles que soient, encore une fois, les positions des uns et des autres, en particulier sur le 3e référendum, compte tenu de la non-participation des indépendantistes. Ça, c'est un acquis, vraiment. C'est le fait que la Calédonie restera française, ça vous semble être un acquis incontestable à l'issue de ces 3 référendums? Je considère que si on est dans un état de droit et démocratique, comme c'est le cas ici en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce choix de la majorité des Calédoniens. Mais quand je dis ça, je ne veux surtout pas faire de triomphalisme, parce que je considère qu'au contraire, bien au contraire, c'est quelque chose qui nous oblige aujourd'hui, parce qu'on ne vient que de franchir une première étape. Et ce n'est pas la fin, finalement, de quelque chose, bien au contraire, c'est le début d'autre chose. Et il nous reste maintenant à construire cet avenir. Mais cet avenir ne pourra pas se faire en dehors d'un cadre d'une Calédonie française. C'est ça le postulat qui est celui aujourd'hui que chacun doit prendre en considération, chacun, tous autant que nous sommes, quelles que soient nos convictions politiques. Mais à partir de ce postulat-là, à charge pour nous les vainqueurs, entre guillemets, d'aller vers les vaincus, autrement dit la minorité qui s'est exprimée ou qui ne s'est pas exprimée au dernier référendum, mais on parle d'une minorité quand même de 45% de la population. Et c'est pas parce qu'on a gagné les 3 référendums qu'on imposera tout ce que nous voudrons à ces 45% de la population. On a l'obligation d'aller vers eux, de discuter ensemble et de trouver, malgré tout, une nouvelle solution, une nouvelle organisation, encore une fois, institutionnelle, qui soit satisfaisante pour le plus grand nombre. Et c'est par des discussions, par des négociations que nous y arriverons. Mais ces négociations, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'elles se tiendront dans le cadre d'une Calédonie française, avec un lien indéfectible avec la France. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous parlez déjà avec eux parce que pour l'instant, et comment est-ce que vous l'expliquez? On assiste, il y a un silence complet des indépendantistes. Ils n'ont pratiquement pas parlé depuis le 12 décembre. Il n'y a pas eu de réaction politique, quelques-unes au lendemain du scrutin, mais depuis, il y a un mutisme absolu. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez? Et est-ce que vous discutez avec eux? Vous les croisez ne serait-ce qu'au gouvernement. Enfin, vous croisez certains d'entre eux au gouvernement. Vous savez, ça fait plusieurs mois que nous disons au Rassemblement que de toute façon, rien ne se passera dans les premiers mois de l'année 2022. Tout simplement parce qu'on a des élections nationales, présidentielles d'abord, législatives ensuite, législatives qui sont ensuite suivies de la mise en place d'un gouvernement. Et quand on a ça, quand on sait ça, on était persuadé, et c'est ce qui a été finalement acté par tous, qu'aucune négociation à 3 ne se tiendront pendant cette période-là. Ça n'empêche pas, bien entendu, des discussions bilatérales. Et il y en aura. Et bien évidemment, que ce soit bilatéral avec l'État ou que ce soit bilatéral entre nous, partenaires, ici en Nouvelle-Calédonie, et c'est déjà le cas, pour être très honnête avec vous, et très transparent, mais c'est des discussions qui sont, je considère, des discussions préalables à la discussion qui devra se tenir, je suppose, au plus tôt au mois d'août, voire septembre de l'année,
compte tenu de ces échéances nationales et de la mise en place de ce nouveau gouvernement qui sortira de ces échéances nationales, qui va forcément prendre un certain temps, et il faut laisser le temps, bien sûr, aux ministres qui vont être nommés de prendre leur place et de s'imprégner du dossier calédonien. Donc tout ça nous amènera forcément au mois d'août-septembre de l'année pour que des premiers échanges trilatéraux puissent se faire. Mais selon vous, puisqu'ils ne parlent pas, dans quel état d'esprit vous les sentez, les indépendantistes? Ils ont accepté aussi ce résultat. Certains ont dit au lendemain du scrutin que c'était pas un vrai référendum, qu'il en fallait un autre. D'autres ont saisi le Conseil d'État ou ont annoncé qu'ils allaient le faire, puisque pour l'instant rien n'est officiel encore vraiment. Dans quel état d'esprit vous semble-t-il? Est-ce qu'ils sont prêts à discuter justement de ce nouveau statut d'une Nouvelle-Calédonie qui reste française? Je pense qu'ils diront jamais clairement et officiellement qu'ils acceptent le résultat des 3 référendums qui viennent de s'écouler dans ces 3 dernières années. Mais ils ne peuvent pas, encore une fois, ne pas tenir compte de cette expression majoritaire démocratique ici en Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait partie des postures, et c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passera, mais ça n'empêchera pas, j'en suis convaincu, que l'esprit de responsabilité de chacun nous permettra de se mettre autour de la table pour avoir cette discussion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre qu'auront choisi la majorité des Calédoniens. L'histoire de la Calédonie nous prouve que quand on est au pied du mur, à chaque fois, il y a eu des responsables politiques qui ont eu ce courage de le faire. Je sais la situation des élus indépendantistes face à leur frange peut-être la plus radicale du mouvement indépendantiste, mais je pense malgré tout qu'un certain nombre d'entre eux auront ce courage, auront cet esprit de responsabilité, et ensemble, à charge pour nous aussi non indépendantistes, je le disais tout à l'heure, d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour que chacun puisse avoir des arguments face à ces franges les plus radicales pour finalement trouver l'équilibre qui nous paraîtra le plus acceptable pour tous, qui permettra à chacun de se considérer légitime ici en Nouvelle-Calédonie, de dépasser nos postures, encore une fois, traditionnelles, qui ont pourri la vie calédonienne ces 30 dernières années, pour trouver cette solution finale. Je dis finale dans le sens pérenne, et non pas encore avec une échéance binaire à l'issue, et qui nous permettra d'avancer les uns avec les autres et le plus longtemps possible au bénéfice de nos générations à venir. Alors en attendant, vous le disiez, hein, il va y avoir un certain nombre d'échéances, et dont la première, sans doute, va être l'échéance présidentielle au mois d'avril prochain. Cette séquence référendaire, la dernière, s'est bien passée, dans le calme, qui m'a tout à fait apaisé, avec la non-participation des indépendantistes. Emmanuel Macron a déclaré le 12 décembre au soir que la Nouvelle-Calédonie restera donc française, que le 3e référendum mettait un terme juridique à l'accord de Nouméa. Est-ce que finalement les Calédoniens, et c'est ce que disent ses supporters, doivent être reconnaissants à Emmanuel Macron de sa gestion du dossier calédonien, parce que c'est sous son mandat qu'ont eu lieu les 3 référendums, on constate que tout s'est bien passé. Alors, merci de cette question, parce que je suis un peu irrité du discours qui consiste à dire que grâce à Emmanuel Macron et à Sébastien Lecornu, la Calédonie est restée française. C'est vite oublier les milliers de Calédoniens quand même qui ont voté non à 3 reprises à l'occasion des 3 référendums. C'est grâce à eux que nous sommes restés français. Et il n'y a personne d'autre. Le rôle du gouvernement national n'a été, hélas, que d'organiser ces 3 référendums. Je dis hélas parce que, vous le savez, le rassemblement que je préside aujourd'hui l'a défendu pendant de très nombreuses années, et en particulier par la voix de Pierre Frogier, le fait d'aller chercher peut-être une autre solution que finalement appliquer à la lettre l'accord de Nouméa avec 3 référendums binaires successifs que nous avons vécu, hélas. Hélas, parce que ça a provoqué à nouveau cette tension entre les communautés calédoniennes, tension qui finalement commençait à s'apaiser avec le temps, au fil du temps, et qui finalement a été réavivée avec ces 3 référendums successifs binaires, où chacun s'est retrouvé à nouveau dans ses postures, encore une fois, et alors qu'on aurait pu, si nous l'avions voulu, et si l'État nous avait accompagnés en la matière, très probablement on aurait pu éviter
ce processus référendaire binaire. Ça n'a pas été le cas. Donc on nous explique maintenant que c'est grâce à eux que nous sommes restés français. Ben, je redis, c'est grâce aux Calédoniens, malgré, je rappelle quand même, que c'est pendant le mandat de M. Macron qu'on s'est retrouvé avec l'inscription automatique des natifs de statut coutumier et pas des autres. C'est sous le mandat de Emmanuel Macron qu'on a eu une question qui n'était pas celle que nous souhaitions. Nous aurions préféré répondre oui à la France plutôt que non à l'indépendance. Mais la question a été celle qui a été retenue. Tout ça pour dire que, encore une fois, c'est surtout les Calédoniens qui doivent être satisfaits du choix qu'ils ont fait. Et c'est grâce à eux que la Calédonie, aujourd'hui, est restée française. Alors, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a également prévu un calendrier de 18 mois. Ça a été fixé à Paris en juin dernier, vous y étiez. Est-ce que ce calendrier est une bonne chose? Est-ce qu'il pourrait être retenu? Est-ce que vous vous inscrivez dans ce délai de 18 mois pour trouver une solution, c'est-à-dire juin 2023, quoi? Voilà. Très honnêtement, ce calendrier, il a été défini au mois de mai dernier, quand nous nous sommes retrouvés tous à Paris avec l'Union calédonienne, puisque, comme vous le savez, l'UNI n'a pas participé à ces discussions. C'est à l'occasion de cette rencontre que la date du 12 décembre avait également été arrêtée. Donc là aussi, pour reprendre la question précédente, où on nous a expliqué que grâce à Emmanuel Macron, on a maintenu le référendum le 12 décembre. Non, c'est tout simplement parce que c'est ce que nous avions négocié au mois de mai dernier et qu'il n'y avait aucune bonne raison de reporter à nouveau cette date. Toutes les conditions sanitaires le permettaient. Il n'y avait absolument aucune bonne raison que cette date soit reportée. S'il l'avait fait, c'est peut-être là pour faire plaisir aux indépendantistes. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement, n'importe quel gouvernement national, tout ça pour dire, aurait organisé les choses finalement, je suis convaincu, de la même façon. Mais pour revenir à votre question, le calendrier des 18 mois a été défini à ce moment-là aussi. Maintenant, je pense qu'on parle de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il ne faut pas forcément se précipiter. Je l'ai dit tout à l'heure, les vraies discussions ne commenceront pas avant la dernière partie de l'année 2022. C'est pas un calendrier qui doit nous contraindre dans le choix de société que nous devons faire demain. Même si plus vite les choses se passeront, mieux ce sera pour la Calédonie et surtout pour l'économie calédonienne et la société en général calédonienne. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que tout ça doit aboutir au plus tard en mai 2024, puisqu'en mai 2024, si rien ne change, des élections provinciales sont susceptibles d'être organisées. Mais pas forcément avec le même corps électoral. Voilà, ça va être une des grandes questions qui doit être discutée dans les mois qui viennent, quoi. Et ben, c'est peut-être la raison pour laquelle les choses vont se discuter et effectivement vont peut-être aboutir. Parce que si rien ne bouge, probablement que le corps électoral ne sera pas le même à cette élection provinciale de 2024. Et je ne suis pas sûr que ce soit de l'intérêt des indépendantistes d'avoir des élections provinciales avec un corps électoral différent. Alors, il y aura donc la présidentielle dans quelques mois. Vous êtes le président du Rassemblement des Républicains. Vous soutenez la candidature de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains. Les Républicains ont fait le bon choix en désignant Valérie Pécresse. Vous auriez, peut-être difficile à dire aujourd'hui, vous auriez préféré quelqu'un d'autre ou vous pensez que finalement c'est la bonne candidate Je considère aujourd'hui que c'est surtout la candidate qui est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron, très, très clairement. Si par malheur, au deuxième tour, on retrouve à nouveau Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ou, à la limite, allez, soyons grand prince, Éric Zemmour, il est sûr et certain qu'Emmanuel Macron sera à nouveau réélu. Et c'est pas du tout ma volonté, c'est pas du tout mon choix. Et je considère que, par contre, en face d'Emmanuel Macron, si Valérie Pécresse se retrouve au deuxième tour, je suis convaincu que les Français feront le bon choix et choisiront Valérie Pécresse. Au-delà de ça, Valérie Pécresse est une femme, c'est une chose, et ça a fait plaisir à beaucoup de nos compatriotes féminines, mais c'est pas ça qui m'intéresse, je considère que c'est quelqu'un de dynamique, de volontaire et de pragmatique. Quand on regarde son parcours politique, elle est, vous le savez, aujourd'hui présidente de région, la région la plus importante de France, et elle l'a gérée, et elle a été réélue à une reprise donc, à cette présidence de région. Ça prouve donc le travail, la pertinence du travail qu'elle a réalisé en la matière, et elle a mis en œuvre un certain nombre de mesures très pratiques justement pour
permettre une amélioration du quotidien de ces ressortissants. Et enfin, elle a un programme donc, qui est maintenant de plus en plus précis en matière de sécurité, en matière de relance économique, en matière de soutien aux personnes en difficulté ou à notre population la plus fragile, donc au niveau national. Donc elle a des propositions concrètes en matière de pouvoir d'achat, d'amélioration du pouvoir d'achat des Français, qui ont pour objectif de changer peut-être l'état d'esprit national, tout en mettant en avant la valeur travail, qui est pour elle essentielle et qui correspond finalement à la tradition du RPR d'avant, de l'UMP ensuite, enfin, et des Républicains aujourd'hui, et qui est le facteur principal de la dignité humaine. C'est par son travail. C'est des valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez. Et tout ça pour vous dire que ce sont des valeurs dans lesquelles je me reconnais totalement. Et pour finir sur la Nouvelle-Calédonie, elle a aussi des propositions concrètes. Même si elle ne connaît pas bien, elle est jamais venue en Nouvelle-Calédonie. C'est pas un handicap. C'est pas un handicap, je pense, parce qu'elle est surtout beaucoup à l'écoute de ce qui se passe quand même. Elle a bien sûr des contacts. Nous avons des contacts réguliers avec elle, mais au-delà de ça, elle a pris des renseignements, vous l'imaginez bien, sur la situation calédonienne, qui est quand même un cas particulier dans la République aujourd'hui. Et elle clairement dans la dynamique de nous demander, de nous accompagner ici en Nouvelle-Calédonie pour que, entre partenaires indépendantistes, non indépendantistes, nous trouvions cette fameuse solution équilibrée que j'ai évoquée tout à l'heure. Elle considère que c'est d'abord à nous de faire ce travail, ce travail de rapprochement entre nous, et elle est prête à nous aider pour ce faire. Ça, c'est sur la partie institutionnelle, avenir institutionnel, mais elle a aussi des propositions concrètes en matière de relance économique. Elle l'a dit, en tant que présidente de la République, elle nous aidera à relancer notre économie par un grand programme d'investissement. Je pense que c'est une bonne chose. Le secteur du BTP, par exemple, on a beaucoup besoin. C'est celui qui a peut-être le plus souffert de toutes les crises que nous avons vécues ces dernières années. Elle a repris plutôt l'idée du sénateur Frougier d'envisager l'installation d'une base militaire ici en Nouvelle-Calédonie. Ça aura forcément un impact d'abord en termes d'investissement, bien sûr, mais aussi en termes de revenus supplémentaires qui seront dépensés ici en Nouvelle-Calédonie, donc de pouvoir d'achat, globalement parlant, ou de consommation supplémentaire ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc elle a des idées très concrètes pour à la fois relever la France de la situation dans laquelle elle se trouve et à la fois nous accompagner au mieux ici en Nouvelle-Calédonie pour qu'on trouve cette solution que nous devons trouver tous ensemble. Vous allez vous engager dans sa campagne ici en Nouvelle-Calédonie? Vous allez participer aux réunions du comité de soutien? C'est déjà le cas, puisque pas plus tard qu'hier, nous étions à Lifou avec Virginie Ruffnac, qui est la coprésidente avec Pascal Vittori du comité de soutien à Valérie Pécresse ici en Nouvelle-Calédonie. On était accompagné de Alcide Ponga également qui était avec nous. On a été au contact de nos militants d'abord, ça faisait longtemps que je les avais pas vus et ça m'a fait plaisir de les voir et je profite de l'occasion pour les saluer à nouveau, mais aussi de la population, puisqu'on a organisé une petite réunion publique dans le respect des jauges sanitaires, encore une fois, où on a pu échanger justement, où des questions très pertinentes nous ont été posées. Donc ça a été la première réunion de campagne d'une longue série qui maintenant va se dérouler pendant les semaines et les mois à venir. Vous parliez de la situation économique et de la volonté qu'aurait Valérie Pécresse, si elle est élue, d'aider la Calédonie à s'en sortir. On en est où aujourd'hui dans la situation des finances publiques? On sait comme président du gouvernement, vous avez suivi ça de très près. Là aussi, on a l'impression que pas grand-chose ont bougé, que le roi est toujours en déficit épouvantable, et que maintenant, donc, il y a une réforme de la fiscalité qui a été esquissée par le gouvernement. Comme les membres avions en confiance du gouvernement, vous n'avez pas adhéré à cette réforme. On en est où? Est-ce qu'elle va être maintenue en l'état? Est-ce qu'elle va être transformée? Est-ce que le gouvernement va devoir revoir sa copie? J'espère que le gouvernement va revoir sa copie, puisque comme vous l'avez dit, nous avons voté contre au gouvernement sur ce projet de délibération qui a été élaboré par la majorité gouvernementale. D'abord parce que on considère que les choses sont prématurées. Le membre du gouvernement chargé du secteur a voulu présenter un projet de délibération général avec une liste de toute une série de mesures en matière fiscale, en matière de création de nouveaux impôts, de création de nouveaux fonds.
sans qu'il y ait eu la concertation nécessaire au préalable avec les partenaires sociaux en général, qu'ils soient patronaux ou qu'ils soient salariaux. Je pense qu'il aurait fallu faire les choses en 2 temps. Une première étape, et c'est un peu ce que je m'étais moi efforcé à faire, et j'espère que j'aurais fait si j'avais pas été destitué entre guillemets au mois de février 2021, pardon. C'est faire les choses en 2 temps, avec d'abord une première étape, régler les problèmes les plus urgents, et là je pense bien sûr à la situation de nos comptes sociaux, pour ensuite, en parallèle, prendre le temps de la concertation pour une réforme fiscale à proprement parler, à plus long terme. C'est pas ce qui a été choisi. Il a été choisi de présenter tout de suite toutes les réformes fiscales, et je sens pas dans cette présentation générale de colonne vertébrale ou de stratégie générale. Quand on fait une réforme fiscale, il faut qu'on sache ce que nous voulons et quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre. Là, en dehors d'atteindre des milliards dans les caisses des finances publiques, je ne vois pas d'autre objectif que celui-là. Or, il faut se dire, il faut réfléchir, est-ce qu'il faut le faire en soutenant les entreprises et donc l'activité économique et donc la création d'emplois et donc derrière des pouvoirs d'achat supplémentaires et donc des recettes fiscales supplémentaires, ou est-ce que directement il faut passer par un soutien de la consommation et du pouvoir d'achat directement avant tout le reste? Mais je crains qu'hélas cette deuxième solution impacte le système économique et les entreprises, et donc finalement on rentre plus dans un cercle vicieux que vertueux, alors que la première solution que j'ai esquissée, de considérer que le cœur du système économique c'est d'abord les entreprises, parce que c'est elles qui créent de l'emploi et c'est elles qui créent la richesse, là on sent ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ou l'un et l'autre, ou tout en même temps, et tout ça c'est la preuve qu'il n'y a pas eu suffisamment de réflexion en amont et de concertation en amont. C'est une réforme idéologique quand même, ou c'est uniquement, comme vous le dites, un manque de préparation, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté politique derrière? Je pense qu'il y a d'abord et avant tout une volonté d'aller chercher des ressources dont la Nouvelle-Calédonie a besoin. C'est évident que la Nouvelle-Calédonie a besoin de ressources, mais vous savez, il y a une première étape déjà avant tout ça, et c'est ce que nous avions commencé à faire encore une fois au 16e gouvernement, c'est quand on veut demander des efforts aux Calédoniens, et il en faudra, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de réforme fiscale, hein, on est bien d'accord là-dessus. Il faut d'abord faire des efforts soi-même. Il faut d'abord que l'administration soit exemplaire, et en la matière, il n'y a rien. Il n'y a aucune proposition concrète d'économie, de mise en cohérence des systèmes, de simplification administrative, d'économie d'échelle en regroupement un certain nombre de directions, de services, voire de prestations offertes par les établissements publics. Enfin, il y a cette première étape aussi qui n'a pas été élaborée ou qui n'a pas été en tout cas présentée. Et on passe tout de suite à l'étape suivante, finalement, où on va demander des efforts aux Calédoniens tout de suite. Et ça, c'est pour moi la preuve d'une réflexion, j'allais dire peut-être, je vais peut-être un peu être méchant, mais sans vouloir l'être, parce que je respecte mes collègues du gouvernement, c'est une vision un peu comptable, quoi. Comptable de la situation, et puis comptablement, si on augmente de temps, ça va nous rapporter tant. Mais il n'y a pas de réflexion sur les conséquences. Quand vous touchez à un impôt ou à une taxe, ça a forcément un impact derrière au niveau de l'activité elle-même économique. Et donc, il faut faire très attention aux additions qu'on fait, puisque si c'est simplement faire une addition pour chacun des impôts, toute chose égale par ailleurs, sauf que toute chose n'est pas égale par ailleurs. Et que tout ça, ça s'influence mutuellement. Et c'est toute cette analyse-là qu'on ne ressent pas, finalement, dans ce projet de délibération. Et le budget 2022 de la Nouvelle-Calédonie, on sait que à la suite de la chute de votre gouvernement, le budget 2021 n'avait pas pu être adopté par le gouvernement, qu'il avait été arrêté par le haut-commissaire. 2022, ça va se passer comment? Est-ce que là, le 17e gouvernement va être capable d'élaborer et de faire voter un budget? Il y a un rétroplanning donc, qui est prévu, mais qui s'appuie sur la délibération fiscale. Et si la délibération fiscale prend trop de temps, on risque d'être un peu en difficulté dans la mise en œuvre de ce rétroplanning qui prévoit normalement le vote du budget de la Nouvelle-Calédonie fin février, début mars. Et vous le savez, il faut que le budget soit voté avant le 31 mars, réglementairement.
Sinon, il est pris en charge par l'État, comme ça a été le cas l'année dernière, puisque nous étions en expédition des affaires courantes, je le rappelle. Justement, c'est une des questions, vous le savez, que se posent un certain nombre de Calédoniens. Est-ce qu'il est normal, 6 semaines encore une fois après le référendum, que les indépendantistes continuent à diriger les principales institutions de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement, le Congrès de province sur trois, alors qu'ils sont minoritaires, enfin qu'ils ont perdu les référendums? Et comment Ouais. est-ce qu'on peut sortir de cette situation? C'est peut-être ça Alors, la vraie question. la- 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 en ce qui concerne le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez, chaque année, le Congrès réélit son bureau au mois de juin-juillet chaque année. Donc la question se posera très clairement à ce moment-là. En ce qui concerne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas 50 millions de façons de faire tomber un gouvernement. Soit le président du gouvernement lui-même démissionne, et là le gouvernement dans son ensemble doit être réélu, soit une motion de censure est déposée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et votée à la majorité des membres du Congrès. Dans l'état actuel des choses, je pense que tout le monde observe ce qui se passe justement sur cette délibération fiscale. Si nos propositions, nos remarques seront prises en considération pour faire évoluer donc, le texte en question. Et en fonction de ce qui va se passer sur cette délibération fiscale et donc sur le budget, comme je l'ai expliqué, hein, ça a une conséquence sur la préparation du budget 2022. À ce moment-là, on verra s'il faudra en tirer les conséquences en fonction de ce qui se passera. Les hypothèses restent ouvertes. Donc, un mot rapidement, parce que le temps passe. La gestion de la crise sanitaire, ça se passe comment? On sait que c'est aussi un dossier que vous avez suivi de très très près quand vous étiez à la présidence du gouvernement. Là, il y a une unanimité dans la manière dont les choses sont gérées, dont on suit l'évolution de cette épidémie, alors qu'on parle d'une deuxième vague aujourd'hui en Calédonie. Effectivement, la deuxième vague est en cours. Hein, quand on voit l'évolution du taux d'incidence ces derniers jours, où il va maintenant très probablement doubler tous les 2 ou 3 jours. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé partout dans le monde. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ici en Nouvelle-Calédonie. On est clairement dans le début de cette deuxième vague. Les experts estiment que le pic de cette deuxième vague est envisagé dans la deuxième quinzaine du mois de février, avec un niveau d'incidence qui sera probablement même supérieur à celui que nous avons vécu à l'occasion de la première vague avec le variant Delta. Pourquoi? Parce que le variant Omicron est beaucoup plus contagieux, comme tout le monde le sait aujourd'hui, que le variant Delta. Par contre, il a l'avantage d'être moins viral, c'est-à-dire de provoquer des formes graves moins que le variant Delta. Et donc toute la difficulté de nos experts avec qui nous travaillons au gouvernement sur le sujet est d'essayer d'évaluer justement l'impact de cette deuxième vague, à la fois sur notre système de santé, comme ça a toujours été le cas avec les variants précédents. Hein, c'était le cœur finalement des décisions gouvernementales d'éviter de saturer notre système de santé calédonien. Donc comment ce nouveau variant va impacter, malgré l'incidence forte qu'il peut provoquer notre système de santé, compte tenu du fait qu'il est moins virulent, et que la population calédonienne est quand même plus vaccinée aujourd'hui qu'elle ne l'était au mois de septembre, quand le variant Delta est rentré. Et par ailleurs, l'impact également de ce variant sur le système économique et social, du fait de l'absence qu'il va provoquer de toutes ces personnes qui vont être contaminées, puisque les protocoles nécessitent un isolement minimum de 5 jours de chaque individu qui aura fait l'objet d'une contamination par l'Omicron. Sachant que, une autre particularité de ce variant, c'est qu'aujourd'hui, il peut toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut également contaminer des personnes vaccinées, ce qui était beaucoup moins le cas dans les situations précédentes. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle on a une certaine confusion dans l'esprit de la population, puisque, quelque part, on est en train de passer d'une gestion un peu d'immunité, de recherche en tout cas d'immunité de notre population, à une gestion plus de prévention. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, on permettait des regroupements avec le système du pass sanitaire de personnes soit vaccinées, soit qui ont été contaminées et qui bénéficiaient également ou qui pouvaient bénéficier d'un test
antigénique de moins de 48 heures d'abord et moins de 24 heures aujourd'hui. Ça, c'est une logique d'immunité, c'est-à-dire qu'on permettait de regrouper des gens qui, d'une certaine façon, étaient immunisés les unes avec les autres. Là, aujourd'hui, on va passer à un système de prévention, c'est-à-dire qu'on sait que ce variant peut contaminer, y compris des personnes vaccinées. Par contre, dès lors que vous êtes vacciné, vous avez très peu de chances ou un risque extrêmement réduit de développer des formes graves, d'une part, et le fait d'être vacciné vous permet de rester moins longtemps isolé quand vous êtes contaminé. Donc c'est sur les 2 points sanitaires d'une part et économiques d'autre part, ça a cet avantage-là d'être vacciné. Et donc on va permettre maintenant le regroupement de personnes qui sont vaccinées, d'où le fait d'être passé d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Qui va s'appliquer en Calédonie. Qui va effectivement probablement s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. Alors je ne sais pas s'il va s'appliquer le 21 janvier comme en métropole, puisque ça sera le cas en métropole. Le haut-commissaire a ici la possibilité d'envisager une application un peu plus tardive. Donc on va forcément en discuter la semaine prochaine en collégialité du gouvernement. Mais je trouve que c'est cohérent, c'est-à-dire de passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal pour permettre le regroupement de gens vaccinés, de manière à ce que même s'ils se contaminent entre eux, même s'il y a une propagation du virus entre eux, eh bien que l'impact sur notre système de santé et sur le système économique soit moindre dès lors qu'ils sont vaccinés, puisque ne développant ou très peu de formes graves et étant moins longtemps absents de leur emploi. Donc c'est ce changement de paradigme finalement qui fait que la population aujourd'hui a beaucoup de mal à comprendre les choix qui sont faits par le gouvernement. Mais voilà, ça tombe bien, ça me permet de l'expliquer aujourd'hui. Et là, en revanche, ça se fait en collégialité, dans l'unanimité. Il n'y a pas de tension sur ce dossier de la crise sanitaire. Il n'y a pas forcément d'accord absolu entre tous les membres. Mais ce que je voulais finir par dire quand même, Madame Moire, c'est que qu'on s'entende bien, en ce qui me concerne, moi je considère que le vaccin reste la meilleure façon de se protéger de ce virus et de ses variants. Maintenant, il y a 2 possibilités de le faire, soit de manière coercitive, c'est ce qu'on appelle l'obligation vaccinale, soit de manière incitative. Et en ce qui me concerne, je le répète, je privilégie la manière incitative. Et la manière incitative, c'est justement ce fameux pass vaccinal. Ça laisse le choix encore aux gens, finalement, parce que j'entends quand même cette population calédonienne qui est de plus en plus nombreuse, qui se pose de plus en plus de questions sur l'intérêt de se faire vacciner, même si j'essaye de leur expliquer que ça reste le meilleur outil, je le répète, pour se protéger d'abord soi, mais au moins le principe d'une incitation me paraît plus pertinente que l'obligation telle qu'elle existe aujourd'hui, dans le cadre de la délibération que le Congrès a voté, comme vous le savez, et a repoussé donc les dates au 28 février prochain. Je suis membre du gouvernement collégial. Le Congrès a demandé au gouvernement de travailler sur les mesures, les réglementaires qui découleraient de cette obligation vaccinale à partir donc du 1er mars maintenant 2022. Donc j'ai préparé, en tant que membre du gouvernement chargé de l'emploi et du travail, un projet de délibération pour envisager la suspension de contrat de ces salariés qui ne respecteraient pas cette obligation vaccinale. J'ai échangé avec les partenaires sociaux pas plus tard qu'avant-hier avec eux sur le sujet. Le projet de délibération sera déposé sur le bureau du Congrès d'ici début du mois prochain, parce qu'il faut passer d'abord en séance du gouvernement. Mais je tenais à dire que, personnellement, je considère que l'obligation vaccinale n'est pas la bonne solution. Même si le vaccin est la meilleure manière de se protéger, encore une fois, l'obligation ne me paraît pas être la bonne solution. Elle provoque plus de tensions entre les individus et la population calédonienne. Je considère que la meilleure façon d'agir, c'est l'incitation. Et c'est bien le pass vaccinal qui, pour moi, est la meilleure solution pour inciter les gens à se faire vacciner. Ça laisse le choix. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils restent chez eux, ils respectent les gestes barrières, ils évitent les regroupements, puisqu'on a changé de paradigme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'idée maintenant est d'autoriser les grands regroupements avec un pass vaccinal pour des personnes vaccinées entre elles, qui, même si elles se contaminent entre elles, n'impliquent pas des conséquences trop lourdes pour notre système de santé et notre système économique. Donc il faut abroger l'obligation vaccinale, selon vous? C'est mon avis. Dernier point, même si on a déjà dépassé les horaires, Thierry Santa, on a parlé des présidentielles, on n'a pas parlé des législatives. On imagine que le Rassemblement regarde quand même cette échéance avec intérêt. Vous, est-ce que vous serez candidat?
Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le rassemblement présentera 2 candidats dans chacune des circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie, que dans nos statuts est prévu que ce soit le conseil politique du rassemblement qui délivre les investitures sur proposition du président du parti. Le conseil ne s'est toujours pas prononcé au jour où on se parle, et donc on vous tiendra informé le jour où il le fera. Vous ne l'avez pas convoqué encore pour prendre cette décision? Pas pour l'instant. Vous vous donnez un peu de temps? Je pense qu'on va surtout concentrer d'abord nos efforts sur la campagne présidentielle, et très probablement que d'ici peut-être quelques semaines, le conseil politique se prononcera. Vous vous tiendrez au courant. Thierry Santa, président du Rassemblement, membre du gouvernement. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine. Merci pour l'invitation. Un magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il sera disponible dans quelques instants en audio et vidéo sur votre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.